Ceci est un avion radiocommandé, lancé uniquement par l'électricité et des aimants le long d'un rail électromagnétique, similaire au système de lancement des porte-avions modernes. Il y a quelques années, j'ai fabriqué un lanceur semblable, capable de propulser seulement des avions en papier et petits planeurs, et il demandait une électronique complexe. J'ai une idée pour le rendre entièrement mécanique, ce qui devrait le simplifier et le rendre plus puissant. Donc, voici le premier prototype, j'ai monté ces quatre aimants sur ce rail. Les deux premiers aimants ont des pôles alignés, tandis que la seconde paire est inversée, leurs pôles étant opposés. De cette façon, si j'ai des bobines sur un chariot et que j'applique du courant aux bobines, cela créera un électroaimant qui repoussera les deux premiers aimants et sera attiré par la seconde paire. Alors, plaçons-le en position et relions simplement quelques fils à travers ces bobines. Oh waouh, ça a bien mieux marché que prévu. J'ai maintenant installé deux bandes métalliques de chaque côté du rail et fabriqué un nouveau chariot avec ces bandes dépassant à l'arrière, espérant qu'elles toucheront les contacts du rail pour alimenter les bobines. Essayons de les pousser lentement dans les bobines pour voir si cela démarre. Ce que j'aime dans ce design, c'est que le timing est purement mécanique, puisque la position et la longueur de la bande peuvent être ajustées pour alimenter ou couper les bobines au bon moment, afin d'accélérer le chariot. Cependant, ces bandes de contact ne sont pas idéales car elles doivent être parfaitement alignées pour assurer un bon contact électrique avec celle du rail. Mais je pense avoir une solution. Beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà joué avec des voitures Scalextric roulant sur une piste dotée d'une bande métallique centrale, alimentant le moteur électrique via de petites brosses sous la voiture. Ces brosses fonctionnent bien mieux que les bandes de contact sur mon lanceur car elles épousent mieux la piste, assurant un bon contact électrique. Donc j'ai acheté un paquet de brosses d'officiel Scalextric pour les tester sur le traîneau. Il n'y a qu'un petit problème. On ne peut pas les souder, car la soudure s'infiltre le long de la brosse et la rend complètement rigide. La solution la plus simple a été d'utiliser une bande métallique repliée pour créer une cosse sur mesure qui pouvait ensuite être soudée sans que la soudure ne touche directement la brosse. Et avec les brosses montées sur le chariot, ça fonctionne plutôt bien. J'ai poursuivi la conception et construit ceci. C'est essentiellement la même chose que le premier prototype, mais il y a deux fois plus d'aimants et quatre fois plus de contacts. Il y a plus de contacts car il est conçu pour inverser la polarité des bobines à chaque passage devant une paire d'aimants, générant ainsi un courant alternatif qui attire et repousse chaque paire d'aimants, créant quatre points de propulsion sur cette courte section. J'ai aussi grandement simplifié le chariot, avec une seule bobine au centre, ce qui permet d'avoir un rail plus fin pour que les aimants soient plus proches les uns des autres et que le chariot soit un peu plus léger. Quand on sait que les balais Scalextric officiels coûtent 3 livres 50 les 6 pour à peine 18 cm de balai, j'ai découvert que je pouvais acheter cette tresse à dessouder, qui n'est qu'un ruban de cuivre tressé et qui coûte seulement 3 livres 40 pour 1,50 m, donc environ 1/8 du prix par centimètre. Ce nouveau prototype paraît très prometteur. C'est impressionnant de voir cet engin produire des étincelles en accélérant sur le rail. J'ai toutefois remarqué des marques sur les contacts métalliques. Ce n'est pas un souci, car ces bandes en nickel fondent à une température bien plus élevée que les balais en cuivre. Je pense que c'est surtout du cuivre fondu qui se dépose. Des contacts remplaçables sur le lanceur final seraient utiles. En outre, pousser simplement le traîneau contre les contacts n'est pas idéal, car la force de répulsion initiale des aimants peut plier l'impression 3D, provoquant la déconnexion des balais et de fortes étincelles. Je vais donc devoir fabriquer un interrupteur haute puissance pour le départ. Pour la version finale, j'ai imprimé le support d'aimant sur la Formlabs Formfour qui utilise une résine durcissant aux ultraviolettes, ce qui devrait être plus rigide que les précédents supports d'aimant et, espérons-le, empêcher toute flexion qui provoquerait la déconnexion des balais. En plus, la transparence rend vraiment bien. Ensuite, j'ai serti une tresse de cuivre, soudée aux fils d'alimentation principaux, puis pliée en C pour être installée dans les supports. L'idée, c'est de pouvoir remplacer facilement les bandes de contact métalliques. Ainsi, en les pliant selon un angle précis, ils s'insèrent dans le support sans soudure, ce qui permet de les retirer et de les remplacer facilement en cas de dommage. L'étape suivante est de percer le rail sur toute sa longueur pour permettre le passage des fils pour l'alternance de polarité. Et j'ai fixé une longue barre de cuivre de chaque côté du rail qui alimentera tous les contacts.
Ensuite, le support du contact et de l'aimant peut être fixé et soudé. Donc maintenant, nous avons la barre positive de ce côté, avec les fils négatifs qui passent à travers les trous jusqu'à l'autre barre de cuivre de l'autre côté. En connectant l'alimentation à une barre, puis en plaçant et alimentant l'autre barre, le chariot devrait démarrer. Ce qui a l'air génial dans le noir. Je dois répéter ce design 9 fois de plus pour obtenir 80 aimants et contacts afin de voir la vitesse atteinte. Cela m'a pris environ 6 heures et demie. J'aurais pu aller plus vite en soudant directement, mais des contacts remplaçables faciliteront les réparations futures. Les pièces sont montées sur le rail, soudées, puis les aimants installés en alternant les pôles nord et sud. Il ne reste qu'à ajouter un interrupteur haute puissance pour déclencher le traîneau. J'ai imprimé l'interrupteur sur ma Prusa XL grâce au changement d'outil, ce qui me permet d'utiliser des charnières flexibles. Je veux que l'interrupteur ait un bras à ressort armable pour charger le lanceur. La charnière flexible servira de loquet pour maintenir l'interrupteur ouvert, nécessitant seulement 2 impressions et quelques composants pour le finir. Il suffit d'un léger ajustement du design, car ce système ne s'enclenche pas de façon fiable. La nouvelle version place donc le ressort en dessous pour la rendre plus compacte. Le loquet fonctionne parfaitement. Je l'ai monté sur le lanceur, j'ai soudé les contacts et imprimé un bouton de lancement. Avec le chariot sur le rail, il est prêt à tirer. Mais il y a un problème. L'observation du commutateur au ralenti révèle un fort rebond dû à l'élan du bras lorsqu'il heurte les contacts, ce qui peut sembler anodin car c'est à peine perceptible à l'œil nu. Mais en termes d'accélération du chariot, il saute presque entièrement les premières paires d'aimants et les étincelles laissent les contacts du commutateur en mauvais état. Le lendemain, j'ai testé plusieurs idées pour éviter ce rebond, sans succès. Jusqu'au moment où je me suis souvenu d'un interrupteur utilisé dans un projet précédent, un reed switch. Cet interrupteur se compose essentiellement de 2 contacts métalliques qui s'attirent lorsqu'un aimant est placé à proximité. Cet interrupteur à lame souple ne supporte qu'un demi-ampère, insuffisant pour ce lanceur. Peut-être que je peux fabriquer le mien, qui pourrait supporter le courant. Ce nouvel interrupteur a 2 bandes métalliques séparées par un très petit espace, avec un petit aimant placé au-dessus, ainsi qu'un aimant sur le bras. Ensuite, quand le bras se lève, il rapproche les 2 bandes, complétant le circuit. Au ralenti, on voit clairement qu'il rebondit bien moins que les conceptions précédentes. J'ai donc ajusté le dispositif pour éviter l'exposition des bandes sous tension et recouvrir les barres de cuivre alimentant les contacts. Le lanceur est maintenant terminé. Verrouillé et prêt à fonctionner. Ça a l'air bien. Ok. 3, 2, 1. Waouh, regarde toutes ces étincelles. On dirait que ça brille. On dirait qu'il a des post-combustion. Oh, c'est trop cool. Oh, il a décollé au moment parfait. Je sais, j'ai réussi. Tu as réglé le trim parfaitement. Tu tires un raisin dans 3, 2, 1. Oh, ça a fait un gros splat. Oh, c'est un super splat. Génial. Il a absorbé l'énergie du chariot. Oh, le chariot a heurté la rampe. Oh non, donc c'est la rampe? Oui, ça a l'air d'aller. Je pourrais y ajouter des raisins gratuits. Oh! Plusieurs raisins, mon pote. Dans 3, 2, 1, triple raisin. J'ai du jus de raisin partout sur moi. Oh, il y en a un qui n'a pas éclaté. Il est au-dessus. Comment il a atterri là-haut? Oh, attends, est-ce qu'il y en a un qui s'est fait écraser? Il n'y en a qu'un. Oh, le rebond. Il n'y a pas de vague. Douche. Je n'arrive pas à croire que je l'ai vraiment coupé. Douche. Qu'est-ce que tu fais, Tommy? Je tire sur des hot dogs. 3, 2, 1. Oh non! C'est comme un verre. D'accord, nous avons un... Comment tu appelles ça? Le traîneau du train à grande vitesse. Le traîneau du train à grande vitesse. Tu l'as chargé? 3, 2, 1, 1. Bosch, ça est allé loin. 3, 2, 1. Le lanceur peut maintenant être terminé, mais des travaux restent à faire sur le chariot. J'ai donc construit 4 nouveaux chariots, chacun avec un nombre différent de spires par bobine, de 100 à 400, afin de voir l'impact sur la vitesse.
Pour mesurer précisément la vitesse, j'ai imprimé ce marqueur de suivi à fixer sur chaque chariot. Ensuite, une fois filmé au ralenti, je peux importer la séquence dans un logiciel de suivi vidéo qui mesurera sa vitesse le long du rail. J'ai ensuite répété ce test à 16 volts, 32 volts et 48 volts. Et à part le fait que les étincelles deviennent plus grandes avec la tension plus élevée, il est clair que le chariot de 200 tours gagne toujours la course. En théorie, davantage de tours de fil rendent l'électroaimant plus puissant. Mais ce que cela ne prend pas en compte, c'est la masse de chaque bobine, car la bobine de 400 tours est bien plus lourde que celle de 100 tours. Donc, c'est un équilibre délicat entre la puissance de l'électroaimant et la masse du chariot. Cependant, nous pouvons utiliser le logiciel de suivi pour mesurer l'accélération. Et comme nous connaissons la masse de chaque chariot, nous pouvons utiliser la deuxième loi du mouvement de Newton. La force est égale à la masse multipliée par l'accélération, pour calculer la force vers l'avant produite par les aimants. Cela montre que le chariot à 400 tours génère la plus grande force. Donc, avec une masse identique pour tous, il serait le gagnant évident. Un nombre plus élevé de tours de fil augmente la résistance, réduisant le courant dans la bobine et la charge sur les fines brosses en cuivre. Comme pour le chariot à 100 tours, il y a près de 90 ampères de courant qui traverse la bobine à 48 volts, ce qui détruit les brosses. J'ai modifié le chariot pour que les brosses, fixées par un seul boulon, soient remplaçables. Donc, si elles doivent être remplacées, je peux simplement desserrer le boulon et souder de nouvelles brosses. J'espérais que ce lanceur atteindrait des vitesses bien plus élevées que mon ancien lanceur, puisqu'il n'y a pas d'électronique sensible pour limiter la tension. Mais avec une tension d'entrée 3 fois supérieure, le chariot le plus rapide n'atteint que 70 km par heure, soit seulement 6 km par heure de plus que mon ancien lanceur. Cependant, ce que ce nouveau design peut supporter, c'est plus de courant. Par conséquent, nous pouvons concevoir un chariot avec plusieurs bobines. Cela devrait générer des forces magnétiques bien supérieures pour lancer des projectiles plus lourds. Donc, au lieu de lancer des avions en papier et des avions très légers imprimés en 3D, essayons de lancer un avion entièrement radiocommandé. Cet avion radiocommandé, l'un des plus légers que je possède, avec seulement 138 grammes, sera pourtant l'objet le plus lourd que j'aurai lancé avec des aimants. Avec le chariot à 400 spires générant une force de 6,7 newtons, deux bobines devraient, en théorie, suffire à amener cet avion à environ 9 mètres par seconde, une vitesse largement suffisante pour le faire décoller. Ensuite, le modèle peut être exporté et imprimé en 3 dimensions, ce qui s'adapte parfaitement à l'avion. Oh, ça s'adapte parfaitement. Le nouveau chariot à double bobine étant prêt pour les essais, j'ai préféré faire un test rapide avec une masse factice, histoire de vérifier mes calculs. 3, 2, 1. Ça devrait aller. Le lendemain, direction le parc du coin, en espérant pouvoir faire un peu de vol. La masse totale de l'avion et du chariot est de 220 grammes et il atteint une vitesse de 10,2 mètres par seconde, soit 22,8 miles par heure en un dixième de seconde, ce qui est étonnamment plus rapide que ce que j'avais estimé. Ce n'est peut-être pas la méthode la plus pratique pour lancer un avion modèle réduit, mais selon moi, c'est l'une des plus cool. Merci d'avoir regardé.